Bonjour, bienvenue à votre retour sur le module concernant la modernisation de la société québécoise. Une période de 60 ans extrêmement riche en événements. Il y a beaucoup de choses à couvrir et ce, en quelques minutes seulement. Alors, attelez-vous, ça part. Donc, première des choses, la modernisation de la société québécoise concerne l'évolution d'un gouvernement et l'évolution également d'une société. Vous aurez reconnu le barrage Daniel Johnson, Manic 5 à l'époque. Qu'on a vu dans les bâtisseurs d'eau. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir vraiment loin en arrière. En fait, on va revenir dans les années 1920. Donc, petit rappel sur ce qui se passe dans les années 1920. Donc, comme on le sait, c'est les années folles. Donc, c'est une période de forte expansion économique. Cette forte expansion économique-là amène une spéculation boursière très importante. Les gens investissent massivement à la bourse, ce qui va entraîner une surproduction de la part des entreprises se retrouvant avec tout plein de capitaux. Comme les entreprises surproduisent, il y a de plus en plus d'incertitudes que ces marchandises-là ne seront pas vendues. Donc, cette incertitude-là va pousser les investisseurs à vendre leurs actions et ça va causer le crash boursier de 1929 qui va amener une grave crise économique dans les années 30. La crise économique des années 1930, donc, elle est causée par ce crash boursier. Et cet événement-là est vraiment marquant dans l'histoire parce que ça va complètement changer la place du gouvernement au sein de la société. En effet, avant, le gouvernement était non interventionniste, c'est-à-dire qu'il laissait faire l'économie. C'est ce qu'on appelle du non-interventionnisme ou du laisser-faire, tout simplement. L'inaction des gouvernements au début de la crise va être catastrophique pour les travailleurs. En effet, il va y avoir des millions de chômeurs qui n'auront aucune mesures sociales pour les aider. L'Église est là pour aider, mais l'Église est complètement débordée. Donc, les millions de chômeurs et la misère généralisée vont vraiment pousser le gouvernement à intervenir. De quelle façon? En créant des programmes de travaux publics pour faire travailler les gens et en aidant les gens à survivre au quotidien avec des mesures comme les secours directs. Ce sont quelques exemples, il y en a plusieurs autres, mais c'est ceux dont je voulais vous parler. La Seconde Guerre mondiale va tout changer, elle aussi, parce que, bon, première des choses, en 1939, la crise économique prend fin pratiquement du jour au lendemain avec justement le déclenchement de cette guerre. On voit d'ailleurs Adolf Hitler ici en train d'amener son armée en Pologne, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. Déjà que le gouvernement était un peu interventionniste dans les années 1930, le gouvernement va le devenir de plus en plus. En effet, il va imposer du rationnement, il va mettre en place un système d'obligation de la victoire dans lequel les gens vont être incités, pas obligés, mais incités à investir dans le gouvernement pour remporter la guerre. Plus tard, le gouvernement va même jusqu'à imposer la conscription, c'est-à-dire l'enrôlement obligatoire. La guerre va toutefois avoir des impacts relativement positifs dans la vie des gens. En effet, les salaires vont augmenter, les conditions de travail vont s'améliorer. Les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral vont adopter une série de mesures pour faciliter la vie des gens. Les femmes vont également contribuer comme jamais à l'économie et le Canada va se démarquer sur la scène internationale. Si on revient sur le gouvernement provincial, dans les années de la guerre, c'est le règne de Adélard Godbout, premier ministre. Alors, qui va adopter une série de mesures sociales comme l'aide aux travailleurs, ce qui est un peu l'ancêtre de la CCST en fait. Donc, il va mettre également l'école gratuite, c'est lui qui va mettre en place le droit de vote des femmes. Donc, une série de mesures qui va faciliter et contenter une bonne partie de la population. Il va même jusqu'à nationaliser la Montreal Light Heat and Power en 1944, qui va devenir Hydro-Québec. Mais à cette époque-là, c'est seulement à Montréal. Pour revenir sur la place du Canada, le Canada va jouer un rôle très important dans la Première Guerre mondiale grâce au premier ministre William Lyon Mackenzie King qui va faire remporter cette guerre-là finalement par le Canada, mais également va adopter une série de mesures pour aider les travailleurs et les familles du Canada. L'après-guerre est une période très très faste. En effet, le Canada gagne la guerre, ça amène une prospérité sans précédent aux Canadiens. Les salaires augmentent encore plus, le niveau de vie augmente. Les naissances explosent également, ce qu'on appelle le baby boom, principalement entre 1945 et 1965. L'économie de guerre va se transformer rapidement en économie de consommation. Ça va être ce qu'on appelle la société de consommation,
Par exemple, en 1950, à peu près aucun ménage ne possédait de télévision, alors qu'en 1960, c'est 89% des foyers québécois qui possèdent un téléviseur. C'est un seul exemple, mais également tous les appareils électroménagers, réfrigérateurs, cuisinières électriques, congélateurs, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tout ça, c'est des produits qui deviennent d'utilisation courante dans les années 1950 puis 1960. Malgré cette espèce de vent de modernisation, le Québec va demeurer une société profondément traditionnelle et conservatrice entre 1944 et 1959, sous le règne de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis va gagner l'élection en 1944 parce qu'il va dénoncer l'interventionnisme du gouvernement fédéral. Il disait entre autres en fait que Adélard Godbout avait laissé le gouvernement du Canada prendre le contrôle des affaires du Québec. Donc, les Québécois l'ont élu. Duplessis va mettre fin à l'interventionnisme de l'État québécois dans l'économie. C'est le retour du non-interventionnisme. Par exemple, Adélard Godbout voulait mettre en place une éducation basée sur le rôle de l'État. Maurice Duplessis, lui, va vouloir que le clergé conserve le contrôle des écoles, mais également des hôpitaux. Quelques mesures conservatrices mises de l'avant par Duplessis dans les années 1940-1950. Comme je viens de le dire, l'Église va conserver le contrôle des systèmes de santé et de l'éducation. Il va même abolir la gratuité scolaire. Il va faire exploiter les ressources naturelles par des compagnies étrangères en leur concédant des droits d'exploitation à très faible coût. Il veut finalement que l'économie soit dirigée par qui veut bien la diriger. Il laisse faire l'économie. Le gouvernement n'intervient pas pour que les intérêts québécois soient particulièrement protégés. Donc, les compagnies étrangères contrôlent l'économie. Il va s'opposer également fermement aux syndicats. Il veut que les salaires restent bas pour favoriser justement l'implantation des grandes entreprises. Je vais revenir sur ce point-là d'ailleurs. C'est pas parce que Duplessis était conservateur, cependant, qu'il va être toujours conservateur. Il va quand même mettre en place des mesures qui vont amener une certaine modernisation au Québec. Première des choses, il va construire des routes, surtout en campagne. Il va d'ailleurs construire les premières autoroutes au Québec. Il va contribuer à l'électrification des campagnes, donc pour amener l'électricité partout au Québec. Il va créer l'impôt provincial sur le revenu pour affirmer l'autonomie du Québec face au Canada, pour financer les responsabilités québécoises en fait. Il va même doter du Québec de son premier drapeau officiel, le drapeau, comme on le connaît aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas parce que Duplessis a certaines mesures progressistes qu'il est nécessairement progressiste, il est profondément conservateur. L'un des premiers groupes qui va s'opposer à ces mesures conservatrices, c'est bien sûr les syndicats, qui vont mener une lutte acharnée contre les politiques de Duplessis. Ça va se manifester entre autres dans la grève de l'amiante, où les mineurs travaillant à asbestos vont réclamer de meilleures conditions de travail. Duplessis, ne voulant pas que ces mineurs-là gagnent trop cher, va essayer de casser cette grève-là relativement violemment. De toute façon, Duplessis avait fait voter une loi en 1937 qui interdisait en gros beaucoup d'activités syndicales parce qu'il l'associait au communisme. Cette loi-là, ça s'appelle la loi du cadenas. En 1948, un groupe d'artistes va signer le Manifeste du refus global qui va dénoncer l'emprise de l'Église sur la société. Ça va être un mouvement principalement, comme je disais, d'artistes qui aura peu d'écho dans la société, mais qui va vraiment démontrer qu'il y a quand même un groupe qui s'oppose farouchement aux politiques de Maurice Duplessis. Cette opposition-là va se faire sentir de plus en plus dans les années 1950 et en 1959. On n'oublie pas que Maurice Duplessis meurt. Par la suite, cette volonté de changement-là va se concrétiser dans l'élection du Parti libéral de Jean Lesage en 1960, ce qui va lancer la Révolution tranquille. Jean Lesage va amener une série de profonds bouleversements à la politique et à l'économie au Québec. On va qualifier ces changements-là de révolution tranquille, parce que c'est des changements extrêmement importants, mais qui vont se faire dans une relative paix sociale. En quoi contribuent ces changements-là? Bien, ces changements-là consistent en une intervention accrue de l'État québécois, la création de ce qu'on va appeler l'État-providence. En effet, avec l'arrivée des libéraux en 1960, c'est le retour à l'interventionnisme de l'État. L'État se met à intervenir dans l'économie, la société
l'éducation. Justement, c'est l'État qui se met à fournir tous les services essentiels à la population. C'est pour ça qu'on appelle ça l'État-providence. C'est lui qui amène, qui, comme on dirait en anglais, provide, qui fournit tous les services à la population. Même après la défaite de Jean Lesage en 1966, ses successeurs vont poursuivre les mesures de modernisation de l'État québécois. Quelques exemples. Dans l'économie, on n'oublie pas par exemple la nationalisation de l'électricité, mais également la création de sociétés d'État qui vont vraiment avoir une emprise sur l'économie. Dans la société, le gouvernement va intervenir dans le système de santé en créant, entre autres en 1970, l'assurance maladie, mais également toute une série d'autres mesures qui vont faciliter le travail, la vie des familles ou encore l'égalité sociale, la justice sociale, entre autres en aidant les pauvres à travers l'aide sociale. Finalement, des interventions dans l'éducation, avec la création du ministère de l'Éducation, de la gratuité scolaire, la création des cégeps et du réseau des universités du Québec. Donc, une série d'interventions qui symbolisent finalement l'État-providence au Québec. Plusieurs personnes vont y contribuer, que ce soit René Lévesque, Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand et Robert Bourassa, tous premiers ministres, ou encore des femmes comme Claire Kirkland Casgrain, qui va se battre pour la place des femmes dans la société. Je vous invite à lire les petites indications que j'ai mises sous les photos. À travers tout ça, le Québec va vivre une certaine affirmation nationale. Le Québec, avec la Révolution tranquille, va s'affirmer vraiment comme une société moderne et ouverte sur le monde. Avec l'essor d'une culture québécoise, l'organisation d'événements internationaux majeurs, l'ouverture de délégations à l'étranger, des genres d'ambassades ailleurs. L'affirmation nationale s'exprime par exemple à travers la création des Belles Sœurs de Michel Tremblay, la première pièce de théâtre jouée en joie, ce qui va être un véritable scandale d'entendre des Québécois parler en québécois. Pourtant, les Québécois avaient toujours parlé en québécois. Donc, on s'affirme vraiment en tant que Québécois. On va organiser des événements internationaux majeurs comme l'Exposition universelle de 1967 ou encore les Jeux olympiques en 1976. En 1968, c'est la création de l'Hostie de Show, un spectacle d'humour et de chansons qui vraiment se fait dans un Québécois complètement assumé. On n'a vraiment plus peur d'être Québécois, on est fier d'être Québécois. Il y a une série d'autres exemples artistiques, des exemples d'artistes également, d'œuvres qui mettent de l'avant une culture québécoise qui s'affirme vraiment dans les années 1960 et 1970. Comme il y a une affirmation culturelle, il va y avoir également une affirmation politique. Il y a la formation du Parti québécois en 1968, dont l'article numéro 1 de fondation est de faire du Québec un pays. Il y a même des gens qui veulent faire du Québec un pays par la force. Il y a le Front de libération du Québec, le FLQ, qui va faire des kidnappings, des attentats terroristes, entre autres l'explosion de différentes bombes dans les lieux publics, qui finalement, le groupe qui réclamait l'indépendance du Québec. En 1970, ils vont enlever un dignitaire britannique et le ministre des Transports du Québec, M. Pierre Laporte, ce qui va amener à une véritable crise politique et sociale qu'on appelle la crise d'octobre, qui va se régler par l'intervention du gouvernement fédéral et l'imposition de la loi sur les mesures de guerre. Pendant 24 heures, le gouvernement est devenu une dictature où tout le monde était arrêté, c'était le gros bordel. De toute façon, j'en parle en classe. Bien sûr, on réalise que faire du Québec un pays par la force n'est pas nécessairement le meilleur des moyens. Et le Parti québécois va gagner en popularité par la suite. Il va se faire élire en 1976. René Lévesque va devenir premier ministre. En 1980, il lance le référendum sur la souveraineté association, dans lequel on demande aux Québécois la permission de négocier une nouvelle entente sur les relations entre le Québec et le Canada. En gros, on demande si les Québécois sont d'accord pour négocier l'indépendance du Québec. Les Québécois refusent toutefois dans une proportion d'environ 60%. À travers toute cette affirmation culturelle et nationale-là, il va y avoir également de nouveaux défis auxquels le Québec devra faire face. Première des choses, je reviens un peu en arrière, en 1970, Robert Bourassa promet la création de 100 000 emplois avec son projet de la baie James. Toutefois, ça va attirer la colère des groupes autochtones et ça va, entre autres, entraîner la signature de la Convention de la baie James. Dorénavant, le gouvernement devra négocier avec les Premières Nations. Donc, il y a d'autres groupes qui se font entendre.
Également, l'environnement devient de plus en plus une préoccupation. En 1979, on crée officiellement le ministère de l'Éducation. Déjà dans les années 1970, un peu plus tôt, on avait commencé à s'intéresser aux questions environnementales, mais à partir de la fin des années 70, les questions environnementales ne pourront être ignorées. Donc, je sais que ça a été rapide, on a vu tout plein de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, mais ça fait à peu près le tour de 60 ans d'histoire du Québec. Comme je l'ai dit, une histoire qui est très très riche, mais qui ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres choses à voir.